Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Le ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau, Paulin Akpona, a dressé le bilan des réformes opérées dans le secteur dont il a la charge. C'était au cours de l'émission réédition du compte PAG 2021-2026. La ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, Shadia Souma, a dévoilé le 9 mai dernier les nouveaux prix de recharge des bouteilles de gaz domestique au Bénin suite à la décision prise en Conseil des ministres du 7 mai 2025. À cet effet, le président de l'Association des consommateurs du Bénin, Robin Akron-Bessi, salue cette décision. Le ministre béninois des Sports, Benoît Dato, a procédé ce jeudi 15 mai à Cotonou à la remise officielle de subventions aux clubs, associations et fédérations sportifs. Le montant global alloué en 2025 s'élève à plus de 4,6 milliards de francs CFA, identique à celui de l'année précédente, avec quelques ajustements. On en parle également dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a organisé un atelier à Grand Popo pour renforcer les capacités des professionnels des médias en ligne sur la vérification des faits dans un environnement marqué par la recrudescence des fausses informations. Les participants à l'occasion ont été initiés sur les outils de vérification dont Google Lens. Ils ont également pris connaissance des thématiques majeures comme l'anatomie des fausses informations, l'écosystème de la désinformation en Afrique de l'Ouest et la législation béninoise en matière de répression. Cet atelier a été présidé par Édouard Loco et se tient depuis hier 14 mai 2025. Pour l'institution, le fact-checking est désormais une exigence professionnelle essentielle pour préserver la crédibilité des médias et la cohésion sociale. Jeudi 22 mai 2025, à cette date, se tient une réunion entre les confédérations syndicales du Bénin et le gouvernement béninois. Cette initiative fait suite à une motion de grève le 13 mai dernier par la CSTB, qui lance un appel à la mobilisation nationale ce même jour. La tenue de cette rencontre a été confirmée par Kassa Mampo, le secrétaire général de la Confédération CSTB, qui exprime des réserves quant à ces éventuels aboutissements. Il faut noter que la CSTB, COSI Bénin et CSA Bénin sont les principales confédérations attendues à ce rendez-vous. Autre information dans cette édition, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi. Au nombre des grandes décisions issues de ce conclave sous le lead du chef de l'État, on retient entre autres la révocation des secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tukuntuna. Le secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léon Ngwedi en parle. Révocation des secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tukuntuna. Il est reproché à la première d'avoir organisé avec le directeur du développement local et de la planification la surfacturation du coût de 2 prestations au profit de la commune pour un montant TTC de 3 millions de francs CFA
en vue de percevoir une commission d'un montant d'1 million de francs CFA, dont 800 000 francs CFA ont été effectivement versés par le prestataire. Les modalités de répartition de cette commission ont été à la base d'une profonde discorde entre la secrétaire exécutive et le dit directeur, au point d'envenimer leur collaboration. La supercherie a été dénoncée à la faveur d'une mission de l'Inspection générale des finances effectuée courant décembre 2024 à la mairie d'Adjara. Quant à la seconde, il est mis à sa charge des faits de complicité de manipulation des documents administratifs et de malversation financière dans le cadre du voyage d'une délégation de la commune de Tukuntuna sur la Belgique courant juillet 2024. À ce propos, la délibération du conseil communal autorisant le déplacement ne mentionne guère que l'incidence financière qui en découle est imputable au budget de la commune. Elle a donc fait l'objet d'un arrêté d'approbation du préfet de la Takora en l'état. C'est par la suite que la secrétaire exécutive a organisé la manipulation du dit arrêté pour y introduire un article mettant les frais du voyage à la charge du budget communal. Cela a permis de débloquer dans un premier temps un montant de 602 000 francs CFA qui a servi à payer des dépenses non éligibles au budget communal. Il s'agit des frais d'établissement de pièces administratives et d'hébergement des membres de la délégation à Cotonou à l'occasion de l'établissement de ces documents. C'est lors du traitement du mandat d'un montant de 995 000 francs CFA dans un second temps, destiné à couvrir les frais de mission des membres de la délégation, que la trésorerie communale s'est aperçue de la falsification du document. Mise en demeure par le préfet, la secrétaire exécutive, ordonnateur du budget de cette collectivité locale, n'a pas cru devoir reverser dans les caisses de la commune les fonds frauduleusement décaissés jusqu'à la date de la mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, les 28 et 31 mars 2025. Dans un cas comme dans l'autre, ces faits sont constitutifs de manquements graves aux devoirs et contreviennent aux intérêts des communes. C'est pourquoi le Conseil a prononcé la révocation des mises en cause et instruit les ministres concernés à l'effet de faire prendre les sanctions appropriées à l'encontre de tous les agents impliqués dans ces malversations, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils doivent faire l'objet autant que le prestataire. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts de l'Office de gestion des stades du Bénin, classement du bien culturel dénommé Katakle au patrimoine culturel national, nomination ou promotion au grade supérieur de certains conservateurs des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025, ainsi que le décret définissant les modalités d'organisation de l'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation à Cotonou de la 3e commission mixte militaire Bénin-Afrique du Sud du 20 au 23 mai 2025, ainsi que la participation du Bénin à la 78e Assemblée mondiale de la santé du 18 au 27 mai 2025 à Genève, en Suisse. Le conseil tenu hier a également annoncé des nominations, plus de précision avec le porte-parole du gouvernement. À l'issue du processus de sélection, les personnes ci-après ont été nommées à la Commission béninoise des droits de l'homme. Comme membres, au titre de la qualité d'enseignant à l'université, titulaire, M. Abdou Bakari Imoru. Suppléant, Mme Sylvie Vitondin Deschacus. Au titre de la qualité d'avocat, titulaire, Maître Brissoussou. Suppléant, Maître Falilatou S. Alessandrine Saïzonou Bédier. Au titre de la qualité de médecin, titulaire, Dr Basile Fassinou. Suppléant, Dr Cédric E. Parfait Bigot. Au titre de la qualité d'expert en matière pénitentiaire et autres questions de privation de liberté. Titulaire, M. Jean-Paul Serge Prince Agbodjan. Suppléant,
Madame Akwavi Inès Lorenda Hadonou, épouse Tofon. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des personnes handicapées et des personnes vulnérables. Titulaire, Madame Chokomi Sabine Tungakwagu. Suppléant, Madame Olga Louise Véronique Noati. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des femmes. Titulaire, Madame Sirikatou Adamon Bissiriou. Suppléant, Monsieur Olaïtan Michael Kentosu Diego. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des enfants. Titulaire, Madame Perpétue Kosuo, épouse Winato. Suppléant, Monsieur Rahman Apoin Orubare. Secrétaire général de la dite commission, Madame Léria Koundé, je vous remercie. Depuis 2016 jusqu'en 2024, le gouvernement de Patrice Talon a mis sur pied le projet de modernisation et de réformation de la SONEB et surtout avec la mise en place de 2 autres entités pour la fourniture de l'eau potable dans les milieux urbains et ruraux. Il s'agit de la Société béninoise d'infrastructures d'eau et d'autres sociétés qui portera la deuxième partie des activités de la SONEB. Lors de l'émission réédition de compte PAG 2021-2026 co-animée par les confrères William Tchoki de la télévision nationale et Honoré Naoum, le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines Paulin Akmouna expose le bilan des réformes engagées dans le secteur de l'eau et des mines. On le suit ensemble. De ce secteur, globalement, ce qu'on peut retenir, en 2016, avant l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, c'est que nous avons au niveau urbain un taux de décès de 50%. Et des ouvrages d'adduction caractérisés par une vétusté très avancée qui fait qu'il était vraiment difficile de continuer par donner de l'eau potable à nos populations. En termes de chiffres, si on peut s'exprimer ainsi, combien d'abonnés étaient servis avant 2016 ? 100 000. Ont été desservis en milieu urbain en termes d'abonnés par la société en charge de la distribution de l'eau, en même temps de la production et de la distribution de l'eau en milieu urbain, la SONEB. Okay. Donc, arrivait quand même à alimenter plus de 100 000 abonnés. Plus de 100 000 abonnés. D'accord. C'était la situation en 2016. 2016. Vous savez que le président Patrice Talon est venu au pouvoir avec un programme d'action de gouvernement basé sur des réformes. Et quand on parle de réforme, c'est forcément pour apporter des corrections à ce qui ne va pas. Et la décision de réformer la SONEB, principale société qui fournit de l'eau, tant au milieu urbain que rural à l'époque, a été prise par le gouvernement pour que cette réforme puisse permettre d'augmenter le taux de décès en milieu urbain. Où en sommes-nous ? La réforme, la restructuration de la SONEB consiste à sa scission. La scission, c'est une opération qui consiste à scinder en 2 ou plusieurs parties les activités de la société pour créer d'autres sociétés qui vont se recentrer sur des corps de métier. Donc la SONEB est une entreprise qui faisait tout. Mais aujourd'hui, elle a été scindée en 2 avec la création de la SOBI, qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure de l'eau, et une autre société qui portera la deuxième partie de l'activité de la SONEB, qui est la distribution de l'eau, c'est-à-dire l'exploitation tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Et autre activité qui s'est ajoutée est liée à la responsabilité dont ce gouvernement fait preuve dans la manière de conduire l'action publique, c'est la maintenance des ouvrages qui seront modernisés pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à la continuité dans la fourniture de l'eau potable. Le taux de décès aujourd'hui est passé de 50 à 75% en milieu urbain et les abonnés sont passés de 2016 à 2024, déjà 114 000 nouveaux.
abonnés ont été constatés. Et puis les ouvrages d'eau qui étaient vétustes, je l'ai dit, ont connu un début de réhabilitation, de modernisation pour pouvoir permettre de donner de l'eau à nos populations. En milieu urbain, on peut dire qu'il y a une bonne maîtrise de la chose. Cette société qui est issue de la scission de la SONEP, la SOBI, entendez Société béninoise d'infrastructures d'eau, est une société qui portera cette modernisation au niveau des infrastructures. Voilà un peu ce que je peux dire. Cette société étant créée, le conseil d'administration est déjà mis en place. Et ce conseil d'administration, aussitôt après son installation, va procéder à la nomination du directeur général. Ce qui va suivre, ce sont les outils de gestion, le système d'information dans sa globalité, le système d'information comptable et financière. Toutes les dispositions sont déjà prises. Le gouvernement a déjà autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé qui peut accompagner à l'opérationnalisation définitive de cette entité nouvelle qui est créée. Le gouvernement du président Talon a fait de l'accès à l'eau potable pour tous une priorité. Ce, depuis 2016, dans le département des collines, zone présumée difficile, le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savet, d'Assazoume, Glazoué et environ révèle déjà ses merveilles à la grande satisfaction des populations avec l'implémentation du barrage d'Aye Djoko, une infrastructure d'une capacité de 2 millions de mètres cubes réalisé à Savet a fait de toucher du doigt son impact en matière de desserte d'eau potable au profit des communes de Savet, d'Assazoume, Glazoué et environ. Un élément réalisé par la présidence de la République donne plus de détails à cet effet. C'est un paysage, carte postale. Une des rares zones humides du département des collines. Elle est rythmée par d'innombrables chants d'oiseaux. Nous sommes sur l'un des bras du fleuve Ouémé et c'est ici qu'est déposée cette station de pompage d'eau de surface pour alimenter les villes de Dassa, Savet et Glazoué. Soyez les bienvenus. Ouais. Ici, nous sommes sur le site de la station de pompage numéro 1. C'est la source qui alimente actuellement les 3 villes. Une solution trouvée pour faire face efficacement à la sécheresse hydrique, due en grande partie à la zone hydrogéologiquement difficile de cette partie du Bénin. Ici, nous avons 3 pompes installées de capacité unitaire 750 m3 par pompe. Donc au total, c'est une station qui a une capacité de 1500 m3. 1500 m3 heure. Cette station vient en appoint à ce barrage, le barrage d'Aye Djoko. Il a une capacité de 2 millions de mètres cubes, de quoi couvrir les besoins sur une longue durée. Même si la population actuelle venait à être multipliée par 10. Malgré la période d'étiage que nous traversons, vous voyez, on a un volume important d'eau dans le barrage. Et c'est ce volume d'eau qui est dans le barrage qui dessert actuellement les 3 villes, à savoir Savet, Dassa et Glazoué, à travers la station de pompage SP2 que nous venons de visiter. Le barrage vient de traverser sa 4e saison et elle se comporte très bien. Toute l'eau tirée de ce bras du fleuve Ouémé et du barrage d'Aye Djoko est gérée ici. La station de Gobé, le cœur du dispositif de traitement d'eau refoulée après vers Savet, Dassa et Glazoué. L'eau qui est pompée de la station de pompage de SP2 de Aye Djoko, qu'on a vu tout à l'heure, l'eau là vient ici et se répartit sur 2 lignes. Chaque ligne a une capacité de traitement de 750 m3. Un dispositif ultra moderne de dernière génération. Des bassins de décantation, de flocculation, coagulation, chloration et filtration. Toute une filière de traitement d'eau potable.
Actuellement, le réservoir de Dio est rempli à 87%. Ici, c'est l'eau traitée. L'écran qui nous permet de nous renseigner sur la turbidité, le pH et le chlore résiduel de l'eau traitée au niveau de la ligne 1. Et de l'autre côté, c'est la ligne 2. Tout ce que nous avons vu, nous avons le schéma en miniature ici. En bas, ici, nous avons la SP1, la station de pompage numéro 1, où vous avez les 3 pompes qui sont là. Dans les maisons, la satisfaction se lit sur les visages. On pousse un ouf de soulagement. Maintenant, ça va. Ça va. Le liquide source de vie est disponible en toute heure et le débit au robinet en dit long. Ça sort vraiment. Donc maintenant, l'eau coule à gogo. Les stations de pompage et de stockage jonchent ces différentes localités, autrefois en manque cruel. La zone de socle sort enfin de sa sécheresse hydrique. Il y a encore plus grand qui vient, le barrage Lifo, avec ses 12 millions de mètres cubes de capacité. L'infrastructure sort déjà de terre. Autre information dans cette édition, comme annoncé lors du Conseil des ministres tenu le 7 mai 2025, le gouvernement s'apprête à uniformiser les bouteilles de gaz. La ministre de l'Industrie et du Commerce a éclairé l'opinion sur la réforme. Selon Shadia Souma, dès la mise en œuvre de la réforme, de nouveaux formats de bouteilles seront disponibles sur le marché. Il s'agit de la bouteille de 1,5 kg vendue à 1 000 francs et la bouteille de 3 kg cédée à 3 000 francs. Au micro de Nassirine Fatoumbi, Francis Fahmi, le président de l'association La Voix des consommateurs Robert Krobessi, salue cette démarche de l'exécutif et invite les distributeurs à se conformer aux règles. Suivons ensemble. J'avoue que les populations ont beaucoup souffert et continuent de souffrir de l'accès au gaz domestique, de par le coût qui est prohibitif, de l'accès aux bouteilles de gaz, puisque vous êtes contraint parfois d'avoir plusieurs bouteilles, et nous savons combien de dizaines de mille il faut pour cautionner une bouteille. Vous comprenez que pour les ménages fragiles ou pour le ménage moyen, il n'y a qu'une seule possibilité, détenir une seule bouteille. Donc, lorsque avec cette seule bouteille, vous constatez que le fournisseur de cette marque ne dispose pas de gaz, ça veut dire que vous non plus, vous ne saurez cuisiner avec ce gaz-là, puisque vous ne pourrez pas l'acheter. Et c'est tant mieux qu'après autant de souffrances, finalement, le gouvernement décide de prendre à cœur cette sollicitation que nous faisions depuis, d'harmoniser les bouteilles de gaz. Nous l'avions crié à corps et à cri, et je salue cette décision du gouvernement qui viendra soulager un peu les consommateurs, puisque désormais, avec la même bouteille, on pourrait aller chez n'importe quel fournisseur, auprès de n'importe quelle marque, afin de disposer du gaz domestique lorsque on en vient à manquer auprès d'une société. Les prix semblent vouloir connaître des réductions d'environ 200 francs. Il faut témoigner de gratitude, même si c'est 1 franc qu'on vous donne, mais c'est largement en deçà des besoins et des attentes des consommateurs.
nous aimerions que le gouvernement soit plus sensible à la douleur et aux souffrances actuelles des populations. C'est réel. La souffrance ne fait que s'accroître de jour en jour. L'équilibre financier du consommateur est rompu et le panier de la ménagère totalement érodé. Donc, nous souhaitons que le gouvernement prenne davantage en compte ces préoccupations. Je crois que nous avons suffisamment investi dans les infrastructures. C'est très louable. Et donc, nous estimons que si les coûts baissent pour toutes les denrées, particulièrement le gaz, et de manière substantielle, ça nous rendrait plus service. L'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé a ordonné ce lundi 13 mai le retrait immédiat et de la mise en quarantaine de 2 spécialités pharmaceutiques présentant de graves défauts de qualité. Selon le communiqué de l'ABMED, il s'agit des produits ceftriaxone, INJ, Combibac et amoxicilline Pharmaquick 500 mg comprimés. En effet, les inspections ont révélé des cassures de comprimés, des boîtes incomplètes et d'autres incohérences dans le packaging, compromettant ainsi la sécurité des patients. Et c'est face à ce constat que l'agence appelle tous les établissements de santé, pharmacies et grossistes répartiteurs à suspendre immédiatement la dispensation de ces médicaments, à retirer les boîtes de leur rayon et à placer les stocks en isolement dans l'attente des résultats d'investigation plus approfondis. Face à la recrudescence des accouchements à domicile dans la commune de Malanville, le maire de la commune tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué en date du 28 avril 2025, il interdit formellement cette pratique jugée dangereuse pour la santé des mères et des enfants, des nouveau-nés. Pour endiguer ce phénomène, une mesure forte a été annoncée: l'interdiction formelle des accouchements à domicile sur toute l'étendue de la commune en question. À cette interdiction s'ajoutent des sanctions financières dissuasives. Une amende allant de 50 000 à 100 000 francs CFA est prévue pour celles qui reproduiront à nouveau ces actes, a-t-il averti. Et cette décision, il faut le noter, s'inscrit dans une logique de santé publique avec pour objectif de sauver des vies et de renforcer la sécurité sanitaire dans la commune. On parle de menstruation selon les religions dans cette édition. C'est un phénomène physiologique caractérisé par un écoulement sanguin périodique dû à l'élimination de la muqueuse utérine se produisant chez la femme. Selon les obédiences religieuses, ce phénomène a des interprétations spirituelles différentes. Pour le père Hubert Kédoïdé de la paroisse Bon Pasteur, l'interprétation des menstruations est celle de phénomènes purement scientifiques. Dans l'élément à suivre, il s'explique au micro de Francis Fahmi Nasserine Fatoumbi. L'homme a été créé, la femme a été créée, tous deux créatures de Dieu, et les organes qui composent l'homme sont de sorte que la femme conçoit et l'homme aussi conçoit. Cependant, c'est vrai que la plupart de nos religions, depuis les ancêtres, depuis l'Ancien Testament, estimaient, n'est-ce pas, que le sang, je ne sais pas, coagulé, ou bien, je ne sais pas quel nom je vais donner à ça, étaient des périodes où la femme doit être exemptée de se rapprocher de la scène liturgique. Donc, on permettait aux femmes de ne pas, durant cette période-là, qui est une période, quelque sorte de restauration de leur corps, que cette période qui se prive de s'approcher du sacré. Je pense que c'est d'abord une affaire qui est essentiellement hygiénique, je pense, si on réfléchit bien à ce comment on appelle ça, à ce comportement. Si on réfléchit bien à ce comportement de nos anciens, c'est plus une affaire
hygiénique qu'une affaire du sacré. Les interprétations que les anciens avaient étaient dues à leur niveau de compréhension, mais depuis lors, les choses ont évolué et l'homme continue de comprendre mieux la morphologie de la femme et de l'accueillir telle qu'elle est dans la plénitude de son corps. On parle du numérique dans cette édition. Le Palais des Congrès a abrité mercredi 14 mai la cérémonie d'ouverture du Forum africain du Sommet mondial de la Société de l'information SMC plus 20 et les travaux de ce rendez-vous continental ont été lancés par le président du Parlement béninois, Louis Gbéounou Vlavonou. À l'ouverture de la rencontre, la députée Ali Dianatou Saliou Arekba, coordonnatrice du réseau des parlementaires béninois pour le numérique et l'identification des personnes, a salué les autorités béninoises pour leur engagement vis-à-vis de la tenue effective de ce forum. Elle a également adressé des remerciements aux partenaires techniques et financiers, rendant hommage à la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, pour son rôle décisif dans l'organisation de cet événement. Louis Vlavonou a également salué la Commission économique pour l'Afrique CEA pour avoir porté son choix sur le Bénin. Ce rendez-vous, il faut le préciser, est selon Vlavonou une opportunité stratégique pour dresser le bilan des acquis relevés, des défis persistants et projeter une feuille de route ambitieuse pour un espace numérique africain interconnecté, résilient et au service du développement humain. Notons que pendant 3 jours, les participants échangent sur des thématiques clés dont l'avancement de la société de l'information, la transformation numérique, l'aliment des politiques nationales avec les ODD et les objectifs de l'agenda 2063. Actualité hors de nos frontières à présent. Depuis lundi 12 mai dernier, les écoles publiques du Niger tourne au ralenti. À l'appel de 28 syndicats réunis au sein de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation, plus de 150 000 enseignants ont cessé le travail pendant 3 jours. Selon Lawali Issifou, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, le mouvement est suivi comme de l'intérieur du pays, est suivi dans la capitale de Niamey comme de l'intérieur du pays. Les revendications portent principalement sur le recrutement sans concours des enseignants contractuels dans la fonction publique, le paiement régulier de leur précule, de le pécule et rappel, ainsi que la protection du personnel éducatif dans les zones à risque. Et pour l'Union démocratique des travailleurs du Niger, les doléances exprimées sont légitimes. Autre information hors de nos frontières, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a envoyé ce 15 mai une délégation ukrainienne à Istanbul en Turquie pour rencontrer des représentants russes lors des pourparlers de paix, mais il ne s'y est pas rendu lui-même, a annoncé un haut responsable ukrainien. Il précise que la composition exacte de la délégation ukrainienne était en train d'être finalisée. On parle sport dans cette édition. Plus de 4,6 milliards de francs CFA est la somme que le gouvernement béninois a investi dans le sport béninois au profit des fédérations, clubs et associations sportives. Les répartitions et stratégies à la clé vous sont exposées dans cet élément signé Quentin Amoussou. Au titre de l'année 2025, l'État béninois maintient son engagement vers le développement du sport avec une enveloppe globale de plus de 4,6 milliards de francs CFA, identique à celle de l'exercice précédent. Mais si le montant total reste inchangé, sa répartition, elle autre, évolue. À l'issue d'une évaluation rigoureuse des clubs et fédérations, un barème de 506 points a été mis en place. Il prend en compte la gestion administrative et financière, l'organisation de compétitions, la stratégie de développement, le sponsoring et les performances sportives. Ainsi, nous avons 21 fédérations sur 35 voient leurs subventions baisser de 15%. 50 associations sportives sur 114 subissent également une baisse de 15%. 20 clubs conservent le même niveau qu'en 2024,
38 associations bénéficient d'une hausse de 20% et ces clubs parmi lesquels Cavalier BBC, Cavalier FC, Lotopopo FC, Asvo FC, Banigansé FC et Takune FC figurent parmi les mieux notés et voient leurs subventions augmenter de 20%. Côté montant, plusieurs chiffres se détachent. Fédération sportive, Fédération de basketball, 120 millions de francs CFA, Fédération de handball, 120 millions de francs CFA également, Fédération d'athlétisme, 100 millions de francs CFA, Fédération de taekwondo, 48 millions de francs CFA, Fédération de roller, 25 millions de francs CFA, Fédération de Scrabble, 25,5 millions de francs CFA, Fédération de lutte, 20 millions de francs CFA, Fédération de badminton, 17 millions de francs CFA, Fédération d'escrime, 17 millions de francs CFA, Fédération d'aviron, 12,75 millions de francs CFA, Club de football Ligue Pro à présent, AS Takune, 78 millions de francs CFA, Banigansé FC, 78 millions de francs CFA également, JSP, 72 millions de francs CFA, Espoir de Savalou, 62,46 millions de francs CFA, Requin FC et Dynamo FC d'Abomey, 51 millions de francs CFA chacun, Étoile filante, US Craqué, Panthère FC, Real Sport, 48 millions de francs CFA chacun. Dragon FC, 39 millions de francs CFA. Dynamique FC, 40 millions de francs CFA. Tonnerre de Boycon, 38 millions de francs CFA. Une dizaine d'autres clubs comme Boa FC, Dynamo de Parakou, Beki FC, Sitatunga FC ou encore Jacques reçoivent chacun 34 millions de francs CFA. Club de basketball Cavalier BBC, 13 millions de francs CFA. US Gema, 8 millions de francs CFA. Club féminin de football D1 à présent à Unovi, AS Lyonnaise de Bantais, AS UMSA, Asaba Dynamique Elite FC, ASJFA, Gamia FC, Vigueur FC, 17 millions de francs CFA chacun. Léopard Fondation, Amos Laganfin, Naja, Samneli, entre 20 et 24 millions de francs CFA. Club féminin de football D2, nous avons les clubs comme Colombe, AS Cotonou, ASM, Azoud, Jacques, 10 millions de francs CFA chacun. Galassie, Star FC, Tigresse et autres, 12 millions de francs CFA. Et Blackstone, Basson Défi, 8,5 millions de francs CFA. A noter également que le million de francs CFA traditionnellement accordé au centre de formation est désormais réaffecté à la formation certifiante de coachs et responsables de centres dans une logique de professionnalisation du secteur. Enfin, les fédérations et clubs devront désormais justifier l'utilisation des fonds via un rapport détaillé afin de garantir transparence et efficacité dans la gestion des ressources publiques. Une réforme ambitieuse qui lie désormais performance et financement pour hisser le sport béninois vers de nouveaux sommets. La Fédération béninoise de football FBF tiendra son assemblée générale ordinaire statutaire au titre de la saison 2024-2025 le vendredi 25 juillet 2025. L'annonce a été faite à travers une note circulaire adressée aux clubs, ligues départementales, associations affiliées. La note adressée notamment aux présidents des clubs professionnels, des clubs de la Ligue 3, des ligues départementales de football amateur et ensuite aux associations nationales affiliées, précise les modalités de participation. Les concernés sont invités à faire parvenir au secrétariat administratif de la fédération contre-accusé de réception au plus tard le 30 mai 2025 à 12h les noms et prénoms ainsi que les contacts mobile money de leurs délégués respectifs. Conformément à l'article 24 des statuts de la FBF, les représentants doivent être désignés dans les règles. Les élections des délégués des clubs issus des ligues départementales et des femmes déléguées se tiendront les vendredis 12 et samedi 14 juin 2025. À cet effet, les présidents des dites ligues sont priés de prendre toutes les dispositions utiles en vue de la convocation des assemblées générales de désignation, insiste la fédération dans son communiqué. Mesdames, Messieurs, sur cette note, on prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.